Imagine deux scènes. Dans la première, un satellite tourne au-dessus de la Terre. Il est silencieux, presque invisible, et pourtant il participe à des activités que nous utilisons tous les jours. Il peut transmettre des communications, permettre une localisation précise, observer l'évolution d'un cyclone, repérer des incendies, surveiller des infrastructures, ou fournir des données essentielles à des armées. On ne le voit pas, mais il fait partie de l'architecture invisible du monde contemporain. Dans la deuxième scène, un porte-conteneur traverse un détroit. À bord, il transporte peut-être des téléphones, des vêtements, des pièces d'automobile, du gaz, des céréales, des composants électroniques ou des matières premières. Le trajet paraît lointain. Pourtant, si ce navire est bloqué, si le détroit est menacé, si la route maritime est coupée, les conséquences peuvent se faire sentir très vite. Retard de livraison, hausse des prix, tensions économiques, décisions diplomatiques, parfois même opérations militaires. Ces deux scènes ont un point commun. Elles montrent que la puissance ne se joue pas seulement sur la terre ferme. Elle se joue aussi dans l'espace, sur les mers, dans les océans, parfois dans les profondeurs marines ou sur des orbites que nous ne voyons jamais. Une grande puissance aujourd'hui, ce n'est pas seulement un territoire, une population, une armée ou une économie. C'est aussi une capacité à agir loin, haut, profond, vite et à maîtriser des espaces difficiles d'accès. Bienvenue dans cet épisode consacré au thème 1 de Terminal HGGSP, les nouveaux espaces de conquête. La question qui va nous guider est simple. Pourquoi l'espace, les mers et les océans sont-ils devenus des espaces stratégiques majeurs? Pour bien commencer, il faut comprendre l'expression elle-même, nouveaux espaces de conquête. Elle peut sembler étrange. Les océans ne sont pas nouveaux. Les sociétés humaines naviguent depuis des millénaires. Les grandes explorations maritimes datent de plusieurs siècles. Quant à l'espace, il n'est évidemment pas nouveau non plus. Il existe depuis toujours. Alors pourquoi parle-t-on de nouveaux espaces? La réponse est essentielle. Ce qui est nouveau, ce n'est pas l'existence de ces espaces. C'est notre capacité à y agir. Pendant longtemps, l'océan a surtout été perçu comme une immensité à traverser, une route, une frontière naturelle, parfois un danger. Aujourd'hui, il est aussi un espace de ressources, de câbles sous-marins, de routes énergétiques, de bases militaires, de zones économiques exclusives, de surveillance et de rivalité stratégique. De la même manière, l'espace extra-atmosphérique a longtemps été inaccessible. Aujourd'hui, il est parcouru par des satellites de communication, d'observation, de navigation, de renseignement, et il devient un domaine essentiel pour les États comme pour les entreprises privées. Le mot conquête ne doit donc pas être compris uniquement dans le sens ancien, celui d'une armée qui prend possession d'un territoire. Dans ce thème, conquérir ne veut pas forcément dire annexer. Conquérir, cela peut vouloir dire être capable d'accéder à un espace, d'y circuler, d'y installer des infrastructures, d'en exploiter les ressources, d'en produire des cartes, d'y collecter des données, d'y imposer des règles, ou encore d'empêcher un adversaire d'y agir librement. La conquête est donc à la fois technique, économique, militaire, scientifique, juridique et symbolique. C'est pour cela que l'espace et les océans sont étudiés ensemble. À première vue, tous les opposent. L'un se trouve au-dessus de nos têtes, les autres couvrent une grande partie de la surface terrestre. L'un évoque les fusées, les satellites, les stations orbitales, les autres évoquent les ports, les navires, les sous-marins, les détroits et les routes commerciales. Mais en réalité, ces espaces ont plusieurs points communs. D'abord, ce sont des espaces difficiles à maîtriser. L'océan est immense, mobile, profond, dangereux. On ne l'occupe pas comme on occupe une ville ou une frontière terrestre. On y circule, on y surveille des passages, on y installe des routes, on y revendique des zones, mais on ne le contrôle jamais totalement. L'espace, lui aussi, est difficile à maîtriser. Il demande des technologies très coûteuses, des lanceurs, des satellites, des stations au sol, des systèmes de suivi, des capacités de calcul, des ingénieurs, des financements, une industrie spécialisée. Ensuite, ce sont des espaces où la technique est décisive. Pour être une puissance maritime, il ne suffit pas d'avoir un littoral. Il faut des ports performants, une flotte commerciale, une marine militaire, des sous-marins, des bases, des chantiers navals, des capacités de surveillance et de ravitaillement. Pour être une puissance spatiale, il ne suffit pas de rêver de la Lune ou de Mars. Il faut maîtriser les lanceurs, les satellites, les orbites, les télécommunications, les matériaux, les systèmes de navigation, les centres de contrôle et parfois les applications militaires. Enfin, ce sont des espaces où se mêlent constamment rivalité et coopération. Dans l'espace, les États peuvent coopérer pour la recherche scientifique, l'observation de la Terre, la surveillance des risques ou certaines missions internationales. Mais ils peuvent aussi se concurrencer pour l'accès aux orbites, la maîtrise des technologies, les constellations de satellites, l'exploration lunaire ou l'observation militaire. Sur les mers, les États coopèrent pour fixer des règles de navigation, lutter contre la piraterie
protéger certaines ressources ou encadrer les activités humaines. Mais ils s'opposent aussi pour contrôler des détroits, des îles, des zones de pêche, des ressources énergétiques, des fonds marins ou des routes stratégiques. Voilà déjà le paradoxe central du thème. L'espace, les mers et les océans semblent être des espaces ouverts, parfois présentés comme des espaces communs, mais ils sont en réalité utilisés de manière très inégale. Tous les États peuvent en parler. Tous les États peuvent défendre l'idée qu'ils concernent l'humanité entière. Mais dans les faits, seuls certains acteurs disposent des moyens techniques, financiers et militaires pour y accéder vraiment et y peser durablement. La première raison pour laquelle ces espaces sont stratégiques est économique. Les mers et les océans sont au cœur de la mondialisation. Le commerce mondial dépend massivement du transport maritime. Environ 80% du volume des marchandises échangées dans le monde est transporté par voie maritime. Cela signifie que la mondialisation, que l'on imagine souvent à travers Internet, les flux financiers ou les avions, repose aussi très concrètement sur des navires, des ports, des conteneurs, des routes maritimes et des détroits. La mer est l'infrastructure discrète du commerce mondial. Elle permet d'acheminer du pétrole, du gaz, des céréales, des produits manufacturés, des minerais, des véhicules, des vêtements, des composants électroniques. Quand tout fonctionne, cette circulation paraît presque naturelle. Mais dès qu'un passage stratégique est bloqué ou menacé, on redécouvre la fragilité du système. C'est le cas des grands points de passage maritime. Le détroit de Malacca, entre l'océan Indien et la mer de Chine méridionale, est essentiel pour les échanges entre l'Asie orientale, le Moyen-Orient et l'Europe. Le canal de Suez relie la Méditerranée à la mer Rouge et raccourcit considérablement les trajets entre l'Europe et l'Asie. Le détroit d'Ormuz est majeur pour les exportations d'hydrocarbures du Golfe. Le canal de Panama relie l'Atlantique et le Pacifique. Ces lieux sont parfois appelés des points de passage obligés. On peut aussi les comparer à des robinets de la mondialisation. Tant qu'ils restent ouverts, les flux circulent. S'ils se ferment, c'est tout un système qui ralentit. Mais les océans ne sont pas seulement des routes, ils sont aussi des réservoirs de ressources. Il y a d'abord les ressources halieutiques, c'est-à-dire les ressources liées à la pêche. Il y a ensuite les ressources énergétiques, comme le pétrole et le gaz offshore, mais aussi l'éolien en mer ou les énergies liées aux marées et aux courants. Il y a enfin les ressources minérales des fonds marins, qui suscitent des convoitises, même si leur exploitation pose des difficultés techniques, économiques et environnementales considérables. C'est ici qu'il faut connaître une notion fondamentale, la ZEE, la zone économique exclusive. Une ZEE est un espace maritime dans lequel un État côtier ne possède pas une souveraineté complète, comme sur son territoire terrestre, mais dispose de droits souverains pour explorer, exploiter, conserver et gérer les ressources. Elle peut s'étendre jusqu'à 200 milles nautiques à partir des lignes de base. C'est une nuance importante. La ZEE n'est pas une mer totalement nationalisée, mais elle donne à l'État côtier des droits économiques essentiels. Cela explique pourquoi certaines îles, même très petites, peuvent avoir une importance géopolitique énorme. Contrôler une île, ce n'est pas seulement contrôler un bout de terre, c'est parfois pouvoir revendiquer une vaste zone maritime autour d'elle. Dans les océans, quelques kilomètres carrés de terre peuvent ouvrir des droits sur des centaines de milliers de kilomètres carrés de mer. L'espace, lui aussi, est devenu un espace économique majeur. On pense souvent à la conquête spatiale comme à une aventure spectaculaire. Des fusées, des astronautes, la Lune, Mars, les images de lancement. Mais l'importance de l'espace est beaucoup plus quotidienne. Les satellites participent au fonctionnement des télécommunications, de la navigation, de la météorologie, de l'observation de la Terre, de certaines transactions financières, de l'agriculture de précision, de la gestion des risques naturels et des opérations militaires. Quand tu utilises une application de cartographie, quand un avion suit sa trajectoire, quand une armée coordonne une opération, quand des scientifiques observent la déforestation ou la fonte des glaces, les infrastructures spatiales peuvent jouer un rôle essentiel. L'espace est donc devenu une couche invisible de la vie économique et stratégique. Il est loin, mais il structure des activités très proches, et cette couche est de plus en plus encombrée. Les statistiques de l'Agence spatiale européenne montrent une augmentation rapide du nombre d'objets suivis en orbite et des satellites actifs. Ces chiffres rappellent que l'espace n'est plus un vide lointain réservé à quelques exploits exceptionnels. C'est un espace d'activité, d'infrastructure, de circulation et de risque. Plus il y a d'objets en orbite, plus les risques augmentent. Collisions, débris, saturation de certaines orbites, dépendance technologique, vulnérabilité des satellites. Comme pour les océans, l'exploitation pose donc une question simple. Jusqu'où peut-on utiliser un espace commun sans le dégrader? La deuxième raison pour laquelle ces espaces sont stratégiques est militaire. Les océans sont depuis longtemps des espaces de puissance militaire.
Une puissance maritime n'est pas seulement un pays qui commerce par la mer, c'est un pays capable de protéger ses routes, de surveiller des zones éloignées, de projeter ses forces, de montrer sa présence et, si nécessaire, de dissuader un adversaire. La mer permet la projection de puissance. Projeter sa puissance, cela signifie pouvoir agir loin de son territoire. Un porte-avions, par exemple, est une base militaire mobile. Il permet de déployer des avions, d'appuyer des opérations, de montrer une présence militaire, d'envoyer un signal politique. Les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, eux, jouent un rôle essentiel dans la dissuasion nucléaire. Leur force vient de leur discrétion. S'ils sont difficiles à localiser, ils garantissent qu'un État peut riposter en cas d'attaque majeure. Les océans sont donc des espaces de circulation, mais aussi des espaces de sécurité. Ils permettent de protéger les approvisionnements, de surveiller des routes, de contrôler des accès, de dissuader des adversaires. À l'inverse, ils sont aussi des espaces de vulnérabilité. Les câbles sous-marins, par exemple, assurent une part essentielle des communications numériques internationales. Ils peuvent être espionnés, endommagés, sabotés ou menacés. Les ports peuvent être bloqués. Les routes maritimes peuvent être perturbées par des conflits, des tensions régionales ou des actes de piraterie. L'espace joue désormais un rôle militaire comparable, même s'il ne fonctionne pas de la même manière. Les satellites permettent d'observer, de communiquer, de localiser, de guider, d'écouter, d'alerter. Une armée moderne dépend largement de données venues de l'espace. Sans satellite, elle est moins informée, moins coordonnée, moins précise. Il faut ici distinguer deux notions, la militarisation de l'espace et son arsenalisation. La militarisation signifie que l'espace est utilisé à des fins militaires. C'est déjà largement le cas, observation, renseignement, navigation, communication, alerte. L'arsenalisation, en revanche, désigne le fait de placer ou d'utiliser des armes dans l'espace ou de développer des capacités destinées à neutraliser des objets spatiaux. C'est beaucoup plus sensible parce que cela peut déstabiliser l'équilibre stratégique et produire des débris dangereux pour tous. Le droit international encadre une partie des usages de l'espace. Le traité de l'espace, entré en vigueur en 1967, affirme notamment que l'espace extra-atmosphérique est libre d'exploration et d'utilisation par tous les États, qu'il ne peut pas faire l'objet d'une appropriation nationale, et qu'il est interdit de placer des armes nucléaires ou d'autres armes de destruction massive en orbite. Mais ce traité n'interdit pas toute utilisation militaire de l'espace. Il n'empêche pas les satellites militaires, ni les rivalités technologiques, ni les stratégies de brouillage, de cyberattaque ou de neutralisation de capacités spatiales. Voilà pourquoi l'espace est de plus en plus considéré comme un domaine de conflictualité. Terre, mer, air, cyberespace, espace. Les armées pensent désormais la puissance de manière multidimensionnelle. Celui qui contrôle l'information, les communications, la navigation et l'observation possède un avantage stratégique majeur. Mais il ne faut pas réduire l'espace et les océans à l'économie et à la guerre. Ce sont aussi des espaces de prestige, de science et d'imaginaire. Conquérir l'espace, c'est envoyer un message au monde. Lorsque l'URSS lance Sputnik en 1957, elle ne met pas seulement un satellite en orbite. Elle démontre sa puissance technologique en pleine guerre froide. Lorsque les États-Unis réussissent la mission Apollo 11 en 1969, ils ne réalisent pas seulement un exploit scientifique. Ils remportent aussi une victoire symbolique majeure face à l'URSS. Aujourd'hui encore, lorsqu'un État développe son programme spatial, envoie une sonde, construit une station, réussit un alunissage ou lance ses propres satellites, il affirme son rang. L'espace est une scène où les puissances montrent leur niveau scientifique, industriel, financier et politique. Les océans ont aussi cette dimension scientifique et symbolique. Explorer les abysses, cartographier les fonds marins, étudier les courants, comprendre les écosystèmes, mesurer le rôle de l'océan dans le climat, tout cela produit du savoir. Or, le savoir est une forme de puissance. Celui qui connaît mieux un espace peut mieux l'exploiter, mieux le protéger, mieux le surveiller et parfois mieux le contrôler. Dans ce thème, la connaissance n'est jamais neutre. Elle peut servir la science, mais aussi l'économie, la stratégie et la souveraineté. Les nouveaux espaces de conquête sont donc des lieux de rivalité. Ces rivalités existent d'abord parce que les ressources, les routes et les positions stratégiques ne sont pas également accessibles. Les détroits sont des points de passage limités. Les zones de pêche les plus riches peuvent être disputées. Les ressources énergétiques offshore attirent les convoitises. Certaines orbites sont plus utiles que d'autres. Les fréquences de communication doivent être coordonnées. Les fonds marins, les îles, les câbles, les ports et les bases militaires deviennent des enjeux de puissance. Mais ces rivalités existent aussi parce que ces espaces permettent d'affirmer son rang. Un État qui maîtrise les mers et l'espace prouve qu'il dispose d'une puissance globale.
Il peut commercer, surveiller, intervenir, communiquer, dissuader, explorer. Il dispose d'ingénieurs, d'une industrie, de capitaux, d'une armée, d'une diplomatie. La maîtrise de ces espaces fonctionne comme un révélateur de puissance. C'est ce qui explique l'arrivée ou le retour de nombreux acteurs. Les États-Unis restent une puissance maritime et spatiale majeure. La Chine affirme de plus en plus fortement ses ambitions dans les océans et dans l'espace. L'Inde développe ses capacités spatiales. La Russie conserve des compétences importantes, même si son positionnement dépend de son héritage soviétique et de ses choix stratégiques actuels. L'Europe agit à travers ses États, ses agences et ses programmes. Des puissances régionales cherchent aussi à exister dans ces domaines, parfois pour des raisons scientifiques, parfois pour des raisons économiques, parfois pour des raisons de prestige. Il faut ajouter un autre acteur devenu incontournable, l'entreprise privée. Dans le spatial, on parle souvent de New Space pour désigner l'arrivée de nouveaux acteurs privés, de logiques d'hommes commerciales, de start-up, de constellations de satellites, de services vendus à des clients publics ou privés, et d'une baisse relative des coûts de lancement. Mais attention, le New Space ne signifie pas la disparition des États. Les entreprises privées dépendent souvent de contrats publics, d'autorisations nationales, de commandes militaires, de partenariats avec des agences spatiales ou de cadres juridiques définis par les États. Le New Space ne remplace pas les États, il transforme leur manière d'agir. On observe une logique comparable dans les océans. Les armateurs, les compagnies de transport maritime, les entreprises énergétiques, les exploitants portuaires, les sociétés de télécommunications responsables de câbles sous-marins jouent un rôle majeur. Mais là encore, les États restent centraux, car ils fixent les règles, contrôlent les espaces, protègent les routes, défendent leurs intérêts et mobilisent leurs marines. À côté des États et des entreprises, les organisations internationales jouent un rôle essentiel. L'ONU, ses agences spécialisées, les tribunaux internationaux, les conférences intergouvernementales, les organisations régionales participent à la construction de règles communes. Car l'espace, les mers et les océans ne peuvent pas être gérés seulement par la force ou par le marché. Ils nécessitent du droit, des négociations, des institutions, des compromis. C'est là qu'apparaît l'autre phase du thème, la coopération. Il serait faux de présenter les nouveaux espaces de conquête uniquement comme des espaces de compétition. Ce sont aussi des espaces où les acteurs doivent coopérer, parfois parce qu'ils le souhaitent, souvent parce qu'ils n'ont pas le choix. Dans l'espace, un débris spatial ne fait pas la différence entre un satellite américain, chinois, européen ou indien. Une collision peut créer de nouveaux fragments dangereux pour tous. La surveillance des débris, la coordination des trajectoires, l'enregistrement des objets spatiaux, la prévention des collisions, la réflexion sur la durabilité des orbites demandent donc une coopération internationale. Dans les océans, c'est la même logique. La pollution plastique, la surpêche, l'acidification, le réchauffement, la protection de la biodiversité, la sécurité de la navigation, la recherche scientifique ou la gestion de la haute mer dépassent largement les frontières nationales. Aucun État, même très puissant, ne peut gérer seul l'ensemble de ces problèmes. Un exemple récent est l'accord BBNJ, qui concerne la biodiversité marine des zones situées au-delà des juridictions nationales. Adopté en 2023, il est entré en vigueur le 17 janvier 2026. Il illustre la volonté de mieux encadrer la protection et l'usage durable de la biodiversité en haute mer. Cet exemple est très utile parce qu'il montre que les océans ne sont pas seulement des espaces de rivalité, ils sont aussi des espaces où l'humanité doit inventer des règles communes. Mais là encore, il faut toujours nuancer. La coopération n'efface pas la compétition. Les États peuvent signer des traités tout en défendant leurs intérêts nationaux. Ils peuvent coopérer scientifiquement tout en se surveillant militairement. Ils peuvent parler de biens communs tout en cherchant à sécuriser leurs ressources, leurs routes ou leurs technologies. C'est précisément cette tension qui rend le thème intéressant pour le bac. On peut maintenant formuler la grande idée de l'épisode. L'espace, les mers et les océans sont devenus des espaces stratégiques parce qu'ils permettent aux puissances d'agir, de circuler, de surveiller, d'exploiter, de communiquer, de se défendre et de s'affirmer. Mais ce sont aussi des espaces fragiles, difficiles à réguler, où les activités humaines créent des risques communs. Ils sont donc à la fois des espaces de puissance et des espaces de gouvernance. Pour le bac, il faut retenir cette tension. Si un sujet te demande si les nouveaux espaces de conquête sont des espaces de rivalité, la réponse ne peut pas être seulement oui. Il faudra montrer les rivalités évidemment, mais aussi expliquer les formes de coopération. Si un sujet te demande si l'espace et les océans sont des instruments de puissance, il faudra montrer qu'ils donnent accès à des ressources, à des routes, à des données, à des capacités militaires et à du prestige. Mais il faudra aussi rappeler qu'aucun acteur ne peut les utiliser durablement sans règles communes.
Si un sujet te demande si ces espaces sont des biens communs, il faudra être prudent. Ils ont une dimension commune, mais ils sont traversés par de fortes inégalités d'accès et par des logiques d'appropriation. Quelques notions doivent absolument rester en tête. La puissance, d'abord, c'est la capacité d'un acteur à agir, à influencer, à défendre ses intérêts, parfois à imposer sa volonté. Dans ce thème, la puissance se mesure par la capacité à maîtriser des espaces difficiles d'accès. La projection, ensuite, c'est la capacité à agir loin de son territoire. Une marine militaire, un porte-avions, une base à l'étranger, un satellite, un lanceur spatial, un réseau de câbles ou de communication permettent de projeter la puissance. L'appropriation, ensuite. Elle ne signifie pas toujours annexer. Elle peut consister à contrôler un usage, une route, une ressource, une orbite, une donnée ou une infrastructure. La gouvernance, aussi, c'est l'ensemble des règles, des institutions, des négociations et des pratiques qui permettent de gérer un espace ou un problème commun. Et puis, il faut retenir les deux mots qui traversent tout le thème, rivalité et coopération. Les nouveaux espaces de conquête ne sont jamais seulement l'un ou l'autre, ils sont les deux à la fois. Si l'on résume, les mers, les océans et l'espace sont appelés nouveaux espaces de conquête parce que les progrès scientifiques et techniques permettent aujourd'hui de mieux les atteindre, les explorer, les exploiter, les surveiller et les contrôler. Ils sont stratégiques parce qu'ils soutiennent le commerce mondial, les communications, la navigation, la sécurité, la recherche, la puissance militaire et le prestige international. Mais ils posent aussi des problèmes communs: pollution, débris, surexploitation, saturation, militarisation, inégalité d'accès et difficultés de régulation. Le paradoxe central est donc le suivant. L'espace et les océans semblent ouverts à tous, mais ils sont surtout maîtrisés par les acteurs les plus puissants. Ils appellent la coopération, mais ils nourrissent la rivalité. Ils font rêver l'humanité, mais ils révèlent aussi les rapports de force du monde contemporain. Dans le prochain épisode, on entrera plus précisément dans la conquête spatiale, depuis la guerre froide jusqu'au New Space. On verra comment l'espace est passé d'un duel entre les États-Unis et l'URSS à une compétition beaucoup plus complexe avec la Chine, l'Inde, l'Europe, les entreprises privées, les constellations de satellites et les nouveaux projets lunaires. Pour aujourd'hui, retiens cette phrase. Maîtriser l'espace et les océans, ce n'est pas seulement aller plus loin, c'est peser davantage dans le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à t'abonner, à partager et surtout à foncer écouter les suivants. À très vite.